Mardi 22 août, bonsoir à tous, les titres de ce 20h. Il a œuvré au renforcement des relations ivoiro-américaines. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire est à la fin de sa mission en terre ivoirienne. Il est allé faire ses adieux au vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Festival du film francophone d'Angoulême en France. Du 22 au 27 août, la première dame ivoirienne est l'invitée d'honneur de ce festival qui met la Côte d'Ivoire à l'honneur pour cette 10e édition. À quelques 10 jours de la célébration de la Tabaski, le directeur général du commerce intérieur a rencontré les acteurs de la filière bétail viande dans le cadre de la lutte contre les faux frais, facteur d'augmentation des prix. Le président américain a dévoilé lundi soir sa stratégie sur le terrain afghan. Donald Trump a exclu tout retrait des États-Unis d'Afghanistan. Il a même opté pour un renforcement militaire. Bienvenue sur RTI 1. Fin de mission pour le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le diplomate américain est allé le signifier à Daniel Cablon-Duncan. Il lui a signifié donc la fin de sa mission en terre ivoirienne, un mandat de 3 années qui lui a permis de contribuer au renforcement des relations ivoiro-américaines. Mahama Traoré et Herman Guivet. Après 3 ans de mission en terre ivoirienne, c'est l'heure du départ pour Andrew Haviland. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire repart avec le sentiment du devoir accompli. Venu signifier la fin de son mandat au vice-président Daniel Cablon-Duncan, le diplomate américain en a profité pour passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Au sortir de cet entretien, Andrew Haviland avoue qu'il quitte la Côte d'Ivoire avec un pincement au cœur. J'ai bien travaillé avec monsieur le vice-président en tant que premier ministre et puis après en tant que vice-président. Il a travaillé par exemple beaucoup sur le programme du MCC, le Millennium Challenge Corporation, et nous sommes tombés d'accord sur un compact. J'espère que nous pouvons signer vers le mois d'octobre-novembre. Donc, c'est une étape très importante dans notre collaboration, dans notre partenariat. C'est pourquoi c'est un moment triste pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'activités en cours et je ne peux pas rester pour voir la réalisation de tout ça. Mais je suis très confiant que ce pays va aller devant et qu'il y a beaucoup de potentialités que les Ivoiriens vont réaliser bientôt. Une fois signé, le programme compact du MCC, Millennium Challenge Corporation, devrait déboucher sur le déblocage d'une enveloppe d'environ 315 milliards de francs CFA, une aide non remboursable des États-Unis à la Côte d'Ivoire. Objectif, financer des projets de développement dans les secteurs des transports, de l'éducation et de la formation. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a reçu ce mardi en fin d'après-midi André Bouffiou, le directeur général du groupe Siemens Belgique-Luxembourg, également chargé de la région Afrique de l'Ouest. L'homme d'affaires belge est venu présenter au vice-président ivoirien les projets que compte réaliser prochainement son groupe en Côte d'Ivoire. Ces projets concernent pour la plupart les technologies. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur au 10e festival du film francophone d'Angoulême en France. La première dame, Dominique Ouattara, a d'abord hissé les couleurs de la Côte d'Ivoire au balcon de l'hôtel de ville en compagnie du maire d'Angoulême et elle s'est rendue au musée des Beaux-Arts où elle a notamment apprécié la découverte de l'exposition sur l'art ivoirien. Un extrait de l'intervention de la première dame. Je suis particulièrement fière de voir mon pays, la Côte d'Ivoire, mise à l'honneur à l'occasion du 10e Festival du film francophone d'Angoulême. Ce festival est une occasion idéale de présenter les nombreuses richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et d'illustrer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs. La levée des drapeaux ivoiriens, français et européens à laquelle nous venons d'assister a été un moment très émouvant qui honore nos deux pays et qui renforce la coopération culturelle entre Angoulême et Abidjan. Je suis particulièrement heureuse d'avoir visité ce beau musée de la ville d'Angoulême. La richesse de ce patrimoine culturel est merveilleux. Je souhaite que les festivaliers passent un agréable moment de découverte et d'échange et que cette expérience leur laisse de beaux souvenirs.
Bientôt la Tabaski 2017. Plus qu'une dizaine de jours pour acheter son mouton, les fidèles musulmans se rendent déjà sur les marchés, certains pour acheter la bête à sacrifier, d'autres pour se faire une idée des prix pratiqués cette année. Le ministère du Commerce veille au respect du juste prix. Jean-Luc Bangbo. Abattoir de Port-Boué. À 10 jours de la Tabaski, la fête du mouton, ce n'est pas la grande affluence. En attendant, Amadou a déjà fixé le prix de vente de ses moutons. Les prix sont abordables pour tout le monde, de 50 000 jusqu'à 500 000, ça dépend de la poche de tout un chacun. Des prix qui varient d'un marchand à un autre et souvent jugés trop élevés par les consommateurs à la veille des fêtes. Bokoum, un des chefs du parc à bétail, en donne les raisons. Une fois qu'il y a les fêtes, les transporteurs, le prix là, il augmente. Donc on est obligé d'augmenter un peu aussi. Parce qu'avant, on peut payer, comme en venant, un camion, 300 000. Et si ça passe jusqu'à 700 000 ou bien 600 000, vous voyez ce que ça fait. Mais il existe d'autres raisons au surenchérissement des prix. Il s'agit, à en croire le ministère du Commerce, de la forte implication d'intermédiaires, des tracasseries routières et autres perceptions illicites. La rencontre avec les acteurs de la filière bétail a été l'occasion pour le directeur du commerce intérieur de rappeler les dispositions prises pour lutter contre ces faux frais. Il est tellement de rappeler à l'ensemble des acteurs l'ensemble du dispositif de lutte contre les faux frais dans la filière bétail viande, à travers donc l'unité de lutte contre le racket, avec l'appui des préfets, des forces de l'ordre, pour, je dirais, sécuriser les routes d'approvisionnement et permettre donc au bétail de pouvoir arriver dans les marchés terminaux sans trop d'entraves. Des mesures qui ont rencontré l'approbation des acteurs de la filière. Les décisions sont très bonnes, mais il faut les appliquer sur le terrain, qui n'est pas aisé. Mais nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires. Nous sommes prêts à faire venir beaucoup de commerçants afin que le marché soit abondamment ravitaillé. Selon les acteurs de la filière, ces mesures du gouvernement, si elles sont respectées, contribueront à faire baisser le prix du mouton. Ils sont arrivés à la Mecque après l'étape de Médine. Les pèlerins ivoiriens se sont acquittés d'un devoir sacré, l'accomplissement de la Omra, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Ils ont fait les 7 tours de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu. Para Sorokone, envoyé spécial en Arabie Saoudite. Arrivés après 6 heures de route de Médine à la Mecque, les pèlerins ivoiriens dans leur tenue de sacralisation sont accueillis par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, mais aussi par les responsables des hôtels où ils séjourneront. Nous assurons un transport de pèlerins dans des cars assez confortables et lorsqu'ils arrivent immédiatement, vous voyez que la prise en charge est faite dans les chambres. La nuit tombée, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins se regroupent devant l'hôtel Saphir. Ils doivent se rendre à la maison sacrée de Dieu, Al-Kaaba, en vue d'accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. En route, les pèlerins récitent la Talbiya, invocation pour tout musulman qui effectue le Hajj et la Umrah, invocation répondant à l'appel du Seigneur. Nos pèlerins, dans toutes les étapes, nous essayons de les former, de les informer et de les apprendre à accomplir tous les rites. La découverte de la Kaaba, un vœu cher à ces pèlerins, mais également à tous les musulmans. Je suis allé sur la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pleuré parce que j'ai demandé à Dieu, avant ma mort, de m'amener là-bas. Il m'a amené, je suis heureuse. Et je vais voir la Kaaba. Après 1 kilomètre de marche, les candidats ivoiriens au Hajj se retrouvent à l'entrée de la mosquée sainte. Des consignes en vue de faciliter, mais surtout réussir les différents rites. Des consignes qui seront respectées à la lettre par les pèlerins. Dans la discipline, ils font leur entrée dans la mosquée sacrée. En face d'eux, la Kaaba. Comme les autres musulmans venus du monde entier, les pèlerins ivoiriens saluent la Kaaba en levant la main droite. En rang serré, ils effectuent la circumambulation. Il faut se déplacer à petits pas pour permettre aux femmes et aux personnes âgées d'accomplir avec quiétude et sérénité les 7 tours autour de la Kaaba. Dans la solidarité, l'entraide et la sécurité, les candidats ivoiriens au Hajj font de nombreuses invocations.
Les tours et les prières terminées, les pèlerins effectuent par la suite la marche entre les monts Al-Safa et Al-Marwa, situés dans l'enceinte de la mosquée sainte. Objectif, remercier le Tout-Puissant pour avoir donné de l'eau, le Zamzam, en plein désert montagneux à l'épouse d'Abraham, le père du monothéisme pur. À la fin des différents rites, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins retournent à l'hôtel satisfaits d'avoir réussi leur petit pèlerinage, la Umrah. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte pour l'autonomisation des femmes de San Pedro. Le conseil régional met à la disposition des femmes de la région une ferme-école. Elles vont pouvoir apprendre le métier d'élevage de volailles et s'installer à leur propre compte. Sam Conan, Hervé Blé. Guédé Kone Salimata est la vice-présidente d'une association de femmes. Elles ont décidé de faire de l'élevage leur activité principale. Nous avons monté ce projet pour pouvoir mettre des femmes en activité. Et c'est le programme conjoint de la lutte contre la pauvreté à le Canada de la FAO qu'on a pu avoir ce projet à hauteur de 8 millions. Ils ont construit le bâtiment et ils ont mis 1000 poussins à notre disposition. Comme ces femmes, beaucoup d'autres de la région de San Pedro aspirent à faire de l'élevage de volailles, mais restent sans moyens. Le conseil régional, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, a entendu leur appel. Il met à leur disposition une ferme-école. Elle occupe une superficie de 2 hectares dans le village de Niti, dans la sous-préfecture de Gabiadji. Fini l'apprentissage, il va falloir permettre aux apprenantes de s'installer. L'association Banoudo, partenaire du conseil régional dans le projet, s'y engage. Une convention entre le conseil régional et l'association Banoudo, qui regroupe plus de 10 000 femmes, a été signée à cet effet, sous le regard du sous-préfet Sylvie Ba, qui demande aux femmes de s'approprier le projet. Elles ont reçu une broyeuse du président du conseil régional, qui a aussi offert des chaises à la chefferie de Niti. La santé des personnes du 3e âge, parlons-en. Quelle alternative pour se reconstruire après une attaque cardiaque ou des douleurs articulaires? Elles sont nombreuses à choisir le sport ou la kinésithérapie pour retrouver la mobilité perdue. Michel Digré a rencontré ces personnes du 3e âge touchées par la maladie mais pas couchées. Koumassi Ramblay, c'est dans un appartement de cette cité que vit Dame Kanga. Victime d'une fracture à la hanche dans sa jeunesse, elle porte encore les séquelles du traumatisme. Je suis allée au CHU de Cocody. Ils ont fait photo, scanner. On dit vraiment mon hanche là, c'est cassé. Des médicaments pour atténuer les douleurs, mais également d'autres remèdes. J'ai payé ça. La fille m'a donné, il dit de payer un peu, ça y est avec lui. C'est hier même il m'a envoyé. Il dit, quand je fais mon nez là, tout va réveiller. C'est ça, c'est maintenant que j'ai commencé à faire. Quand tu fais, est-ce que ça va un peu? Oui, quand je fais premièrement, le jour il est venu ici avec ça là. Il dit, maman, il faut faire aussi, mais je vais envoyer. Je vais faire jusqu'à, ça rentre dans mon pied là, jusqu'à, ça vient jusqu'à ici. Mon bras aussi, c'est comme ça. Ça masse sur moi comme ça. La quête de la guérison l'amène à pousser le bouchon plus loin. La pratique du sport dans un gymnase du quartier. Mais pour y arriver, Dame Kanga devra parcourir environ 1 kilomètre à pied. Comme elle, plusieurs personnes du 3e âge se retrouvent 3 fois par semaine dans le gymnase du coach David Kwame. Ici, chaque retrouvaille est une victoire sur la maladie. Les patients viennent des différentes communes d'Abidjan avec chacun son histoire. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis paralysé. J'ai fait un AVC, je suis paralysé. Voici mon histoire. Donc, tout mon corps est paralysé, je ne me retrouve pas. Ils ont été pour la plupart victimes de AVC et sont là pour une rééducation avec les moyens du bord.
c'est un électrostimulateur. Son rôle, c'est de réveiller les muscles. S'il prend les biceps ça va ramener la main de ce côté. Mais une personne est paralysée, il ne peut pas bouger la main. Donc on lui pose l'appareil sur le muscle sollicité et le muscle se réveille. Et tu vois que d'ici quelques temps, il commence à faire les mouvements seuls. Au bout de plusieurs séances, les résultats sont plus que satisfaisants. Tu pouvais marcher. Mais avec le conseil qu'on leur donne, aujourd'hui, il arrive à marcher, il arrive à se déplacer. C'est vrai qu'il n'était pas comme il était avant, mais il n'est pas où il était aussi. Ces personnes qui sont délaissées, hein? Parce qu'il y a d'autres mecs qui viennent ici, même là, depuis qu'ils viennent ici, les parents, même les frères, ils ne viennent pas. Et aujourd'hui, quand la maladie les prend, on est en train de sorcier, alors que c'est la maladie qui les déforme. Donc ça fait maintenant près de 7 ans que je les prends de manière gratuite. Éprouvés par l'âge et sans moyens financiers, les petits centres de rééducation apparaissent comme le dernier recours pour ces malades du 3e âge. Dans la commune de Yopougon, nous retrouvons Tiemele Adiafi. Instituteur à la retraite, il a été victime de malaise cardiaque. Sur le plan moteur, il a tout l'hémicorps, c'est-à-dire le côté droit qui est paralysé. Et donc, dans un premier temps, la conduite à tenir, c'est de faire chez nous ce qu'on appelle des mobilisations passives. Donc, vu qu'on a commencé, les parents viennent de me dire qu'à la maison, dans le lit, il réussit à tourner sur les côtés, maintenant seul. Et on essaie de travailler les érecteurs du tronc pour qu'ils tiennent la station assise et ensuite on le verticalise. Quelques exercices pour réveiller ses réflexes avec toujours le même coach Kakumassi, la bonne humeur. Bravo, tu as gagné. D'accord. Retour au gymnase de David Kwame. Ici, l'ambiance est plutôt bon enfant. Allez, 2. L'importance, c'est qu'ils soient en bonne santé. Parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, les gens attendent d'être malades pour se donner au sport. Et tous ceux qui viennent voir, ils disent que les médecins demandent, non, va faire le sport. Ce n'est même pas le sport, c'est une rééducation qu'ils doivent faire d'abord. Parce qu'ils ont fait des années sans sport. Donc il faut aller progressivement à eux, pour que les nerfs se réveillent, s'adaptent et maintenant, on leur permet maintenant de faire la gym. Le sport là, c'est très bon même. C'est parce qu'on ne connaît ça, on ne connaît pas qu'on ne vient pas. Mais on connaît la puissance du sport. Il faut faire le sport, même à la maison chez toi, sur ton lit, tu peux faire le sport. Après une heure de gym, Dame Kanga et tous les autres peuvent souffler. Touchés par la maladie, mais restés debout, grâce au sport, c'est le prix à payer pour s'accrocher à la vie. Direction Yamsokro, la construction du siège de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a duré 10 années, de 1977 à 1987. Quels sont aujourd'hui les objectifs et les missions de cette fondation? Amadou Ouattara. C'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre. Donc, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut la combattre. Une vision de Félix Houphouët-Boigny qui justifie son engagement pour la préservation d'un climat apaisé entre les hommes. Pour y arriver, au nombre de ces actions concrètes s'inscrit la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, bâtie à Yamoussoukro. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Fondation se consacre au service de la promotion de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est une institution qui se propose de faire véhiculer le message du président Félix Houphouët-Boigny afin que la génération actuelle et future puisse connaître ses œuvres et ses pensées politiques et philosophiques. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pour mission principale l'établissement d'une culture de paix au niveau national et international, la préparation, la formation à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux. Pourtant, ces nobles missions sont méconnues des populations. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, c'est Abidjan là-bas, mais je ne connais pas très bien. La Fondation, c'est là pour accueillir les autorités en fonction d'une assemblée ou bien d'une conférence. Je ne sais pratiquement rien de la Fondation. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu juste visiter. Heureusement, la Fondation continue de bénéficier de l'attention de certains Ivoiriens qui la visitent. Effectivement, en tant qu'étudiant, je pense que ça va beaucoup m'aider peut-être dans mes recherches et voir encore même plus
peut-être pour plus de culture encore en tant qu'Ivoirien, de savoir réellement quel est son rôle. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est une fondation privée à vocation internationale reconnue d'utilité publique. Cette fondation se compose de 3 principaux bâtiments. Vous avez le bâtiment du musée, le bâtiment administratif où nous sommes, le bâtiment des congrès. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est ouverte à tout le monde. Il y a des visites touristiques tous les jours, une petite contribution quand même, comme partout ailleurs dans le monde où des sites sont visités. Et elle est aussi ouverte à tout type de réunions, les colloques, les séminaires nationaux comme internationaux. Et il y a eu pour cela plusieurs règlements de conflits ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les moyens financiers proviennent des revenus des activités de la Fondation et de la subvention spéciale que l'État ivoirien accorde annuellement pour l'entretien des locaux et pour le fonctionnement. La Fondation peut recevoir des dons, legs et autres libéralités jugées recevables par le conseil d'administration. Sous l'autorité du secrétaire général, le professeur Jean-Noël Loukou, la Fondation organise des activités scientifiques, culturelles et pédagogiques coordonnées par ces 2 départements de recherche, le département de la recherche de la paix et le département des recherches historiques. La Fondation a en son sein un centre international de documentation, CID. Présentement, nous avons plus de 5000 ouvrages. Et nous avons aussi des archives, nous avons aussi des périodiques. Nous venons de recevoir une partie du fonds du CRDA, qui est le Centre de recherche et de documentation africaine, qui était à Paris. Ce centre met à la disposition des usagers des ouvrages, des périodiques et un riche fonds d'archives. Des étudiants y vont pour leurs recherches. C'est dans le cadre de la rédaction de mon mini-mémoire que je suis là pour des recherches. Je me sens très à l'aise et les recherches avancent bien. L'accès est gratuit. Ce siège ultramoderne a été officiellement inauguré le 5 décembre 1997 par Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO à cette époque. Dans la commune d'Abobo, l'heure est à la mobilisation pour la réussite du 3e congrès du Rassemblement des Républicains RDR. Il va se tenir les 9 et 10 septembre prochains. Gabriel Zani. La remobilisation bat son plein au Rassemblement des Républicains à l'approche du 3e congrès ordinaire du parti. Le comité d'organisation doit relever le pari de la participation à ces assises annoncées comme le congrès du renouveau. Ici, place mairie d'Abobo, Adama Biltogo galvanise les militants. L'heure a sonné pour que vous les militants, vous preniez votre RDR, votre bébé, et que nous puissions ensemble marcher vers un RDR plus fort pour une Côte d'Ivoire forte. Merci. Adama Biltogo appelle les militants à faire confiance au président Alassane Ouattara qui annonce des projets pour le bien-être des populations de la commune. Comment on peut comprendre qu'à Bobo, qui a plus d'1,5 million d'habitants, il n'y a pas un CHU? C'est pour cela que le président Alassane Ouattara a donc décidé que justice soit rendue au peuple digne d'Abobo. Dans quelques mois, les travaux vont démarrer. Le CHU de Abobo va démarrer. Le Premier ministre Amadou Goum m'a chargé de vous le dire, les 4 hôpitaux vont démarrer. En retour, les militants promettent au président du comité d'organisation une participation massive au congrès de septembre prochain. Agboville, Tiasalé, Tabo, Sikensi, les militants du RDR de l'Agnébi-Tiassa se sont eux aussi retrouvés pour préparer le 3e congrès à venir. Mamadou Sanogo, émissaire du parti, les a appelés à la cohésion. Abou Sanogo. 3 points essentiels ont marqué le message à Agboville du vice-président du 3e congrès du RDR. Mamadou Sanogo a d'abord exhorté les cadres et les militants à la cohésion, à l'union et à l'humilité au sein du RDR, non sans leur démontrer les risques auxquels la désunion exposerait le parti. Le vice-président du 3e congrès s'est ensuite voulu rassurant sur la prise en compte par le parti des préoccupations exposées par les militants lors du pré-congrès. Mamadou Sanogo, pour clore ses propos, a invité les militants à fortement se mobiliser pour le congrès de 9 et 10 septembre prochain. Il s'agit pour nous de remobiliser nos militants à l'effet qu'ils soient motivés les 9 et 10 septembre prochains pour
le grand congrès de renaissance de notre parti. Et à l'issue de ce congrès, nous allons créer les conditions pour que le RDR soit le parti le plus attractif en Côte d'Ivoire. De cette rencontre avec la délégation du RDR, les militants d'Agboville, de Tiassali, de Tabo et de Sikensi qui composent l'Agné-Bitiassa sont répartis, satisfaits et mobilisés pour le congrès de septembre. Rencontre du Parti ivoirien des travailleurs PIT et du NDI, National Democratic Institute. Il a été question des résultats d'une évaluation sur les violences faites aux femmes de certains partis politiques. Les conclusions de cette étude seront rendues publiques dans les jours à venir. En Espagne, les 4 suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Barcelone et Cambrils survenus la semaine dernière ont été présentés à un juge ce mardi. 8 autres membres de la cellule djihadiste responsables des attaques ont été tués. Avec l'arrestation et la mort lundi soir du dernier suspect en cavale, la police catalane a annoncé la fin de 4 jours de traque. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis vont travailler avec le gouvernement afghan face au risque de laisser la place à des groupes terroristes comme les talibans qui regagnent du terrain. Il s'oriente même vers l'envoi de troupes supplémentaires, jusqu'à 3900 soldats de plus. Une décision saluée par le président afghan. Sidonie Davila. Les Américains ne lâcheront rien. C'est en gros ce qu'a annoncé Donald Trump lundi soir en abordant la nouvelle stratégie du pays en Afghanistan. Le président américain qui s'est exprimé devant des militaires près de Washington a expliqué que sa nouvelle vision dans la région avait pour but d'empêcher que l'Afghanistan ne devienne un sanctuaire pour les islamistes alors que les talibans gagnent du terrain. Avant d'accéder à la Maison-Blanche, Donald Trump avait plusieurs fois exprimé sa préférence pour un retrait des troupes américaines en Afghanistan. L'idée du retrait avait séduit bon nombre d'Américains. Mais le président dit être confronté à la réalité du bureau ovale. Aujourd'hui, avec cette volte-face, Donald Trump ouvre la voie à un renforcement des effectifs militaires américains sur le sol afghan. Selon le Pentagone, jusqu'à 4000 soldats pourraient être envoyés dans le cadre d'une révision de la stratégie de Washington dans la région. Depuis 16 ans, les USA ont engagé une guerre dans la foulée des attentats du 11 septembre et qui a coûté 110 000 milliards de dollars, environ 55 000 milliards de francs CFA au budget américain. Elle a également coûté la vie à 2400 soldats américains. 2 morts, une quarantaine de blessés et de nombreux dégâts dans le sud de l'Italie. Un tremblement de terre de magnitude 4 a frappé l'île d'Ischia au large de Naples dans la nuit de lundi à mardi en pleine saison touristique. Les secouristes italiens ont extrait ce matin 3 enfants des décombres. Sidonie Davila. La terre a tremblé sur l'île d'Ischia, une île très touristique au large de Naples dans le sud de l'Italie. Un séisme de magnitude 4 a touché lundi soir l'île d'Ischia et a fait au moins 2 morts. Une femme âgée tuée par des débris tombés d'une église et une autre repérée dans les décombres d'une maison écroulée. Environ 25 personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement. Un bébé de 7 mois, miraculeusement rescapé. Ce mardi matin, les secouristes tentaient encore d'extraire 2 enfants en vie, prisonniers des décombres. Les dégâts se concentrent essentiellement sur 2 petites communes de la côte nord de l'île. De nombreux immeubles se sont effondrés et plusieurs autres présentent de larges fissures menaçantes. Ce séisme intervient alors que l'Italie se prépare à commémorer jeudi le premier anniversaire de celui d'octobre 2016 qui avait fait 299 morts à Amatrice et ses communes voisines. En janvier 2017, 3 autres séismes avaient ravagé la même région. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI1.